Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, très chers frères de couleur et de douleur. Schönen guten Abend. Nasum Bignobese. Bonsoir très chers frères, je suis content de vous retrouver ce soir. Nous rendons grâce et hommage à Dieu, créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Quel que soit le nom qu'on lui donne, Oloro Konla, Akbarada Ino, Yepo Wanzambi, Virakosha, Loba, Nyambe, Njambe, Nzambe, Asanga, Tira. Il n'y a de Dieu que Dieu. Merci d'être là ce soir pour que nous puissions nous délecter et partager une fois de plus au sujet des zones d'ombre par rapport à l'état de la recherche au sujet du Covid-19. Vous avez été nombreux à poser des questions sur le mode de transmission. L'énumération de quelques-unes de ces questions sont du genre: est-ce qu'une personne qui a une blessure, une plaie, est plus exposée que d'autres par rapport à la transmission du Covid-19 ou du SARS-CoV-2 si vous voulez? Est-ce que finalement ce qui vous a été annoncé par votre humble serviteur au sujet de la théorie non officielle, si vous voulez, de la thèse non officielle, encore jusqu'ici cachée par l'oligarchie occidentale dominante, ultra dominante, sur les origines du virus, est-ce que cette thèse est avérée? Puisqu'il y a un audio autant pour moi que vous avez peut-être eu l'occasion d'écouter, où le professeur Luc Montagnier est revenu sur ces problématiques, sur cette question-là, et a donné son avis. Il jouit certainement, si vous voulez, de la crédibilité scientifique et de l'aura de son prix Nobel gagné en 1983. Donc nous pensons qu'au vu de tout cela, il y a pas mal de sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Dans un premier temps, nous voulons parler en fait de ce virus. Nous avons titré ce virus une vacherie. Ce virus une vacherie, pourquoi nous l'avons titré ainsi? Ce virus une vacherie pour des raisons simples. Le SARS-CoV-2, donc le virus responsable de ce syndrome aigu, syndrome respiratoire aigu, a une particularité. Peut-être avant qu'on entre, il faudrait de façon simple vous présenter encore ce que c'est qu'un virus. Vous savez, l'être humain, l'organisme, et là ce sera la première partie de notre développement, parler des virus, parler du mode de transmission. Le virus, c'est-à-dire l'organisme d'un être humain, un organisme est une association, si vous voulez, d'organes au niveau desquels on retrouve des cellules à la base. Et une cellule est constituée, si vous voulez, c'est la plus petite échelle, l'échelle infinitésimale représentative d'un organisme. Elle est constituée d'un noyau avec toute une organisation structurelle, organique, des éléments organiques qui valorisent ainsi, si vous voulez, la cellule. Le virus a la particularité, lui, d'être essentiellement une molécule protéine entourée d'une membrane. Et parce que le virus est dans une molécule protéine entourée d'une membrane, très simple, le virus n'est pas capable de se multiplier au même titre que les cellules de l'organisme. Les cellules de l'organisme se multiplient, ce qu'on appelle des procédés mitotiques, donc sont des mitoses, en 2, puis en 4, puis en 8, etc. Le virus, lui, a aussi la capacité de se multiplier, sauf qu'il ne peut pas se multiplier en dehors d'un organisme. Vous avez entendu très souvent parler des parasites, même dans les expressions usuelles. On dit, ah, ça c'est un parasite, ça c'est quelqu'un qui vit aux dépens d'un autre.
Donc, et papa en ligne, va comme ça, s'il te plaît. Ok, prends alors et puis tu laisses papa causer. Papa échange un peu. Donc, un virus a une protéine entourée d'une membrane et la membrane du virus, si vous voulez, est lipidique. Elle est faite de matière grasse. Je vais vous expliquer rapidement d'ailleurs pourquoi il est important de se laver les mains dans la lutte contre le Covid-19. C'est véritablement parce que le moins et le moins se repoussent. C'est-à-dire que deux forces de même nature se repoussent. Le moins attire le plus. Il y a une attraction. Le moins et le moins se repoussent, le plus et le plus se repoussent. La membrane du virus étant faite de matière grasse, de lipides, le savon qu'on utilise pour se désinfecter les mains est fait de matière grasse et donc il y a, parce qu'on a deux éléments de la même nature, au travers du lavage des mains, on a une destruction de la membrane lipidique. Vous comprenez? C'est un processus simple, c'est les sciences de la vie et de la terre, confère secondaire. Mais c'est important de faire ce rappel, parce que si nous ne comprenons pas ces éléments basiques, essentiels, il nous sera difficile de faire une projection et comprendre les complexités des mécanismes oligarchiques. Quand j'ai fini de dire ça, et que j'ai expliqué la simplicité structurelle d'un virus, il m'est important de dire que le virus, lorsqu'il pénètre dans une cellule, parce que le virus a besoin de l'organisation structurelle d'une cellule, lorsqu'il pénètre une cellule, c'est comme un programme il se comporte comme un pirate à l'intérieur d'une cellule. À l'intérieur de la cellule, le virus se comporte comme un pirate. Il vient désorganiser la structure cellulaire, entendu l'unité infinitésimale d'un organisme dont la plus petite échelle anatomique et physiologique d'un organisme. Le virus, se comportant comme un pirate, déstructure l'organisation cellulaire et entraîne une duplication des copies de ce même virus. C'est-à-dire que le virus est comme un logiciel que vous avez dans une machine qui vient se multiplier et parce qu'il se multiplie, il fausse premièrement le programme initial de base de fonctionnement de la cellule et donc du corps humain en introduisant un faux programme. C'est comme un trojan pour les informaticiens, c'est-à-dire un virus en informatique, un trojan. Et une fois qu'il le fait, il faudrait donc savoir que les virus sont spécialisés. Les gars sont tellement fins. Les virus ne s'attaquent pas à l'organisme de façon globale et macroscopique, non. Les virus ont des particularités, des spécificités, des propriétés particulières. Le SARS, dont les coronaviridés, ou coronavirus tout simplement, ont dans la particularité, notamment ce dernier virus, lui, de s'attaquer aux voies respiratoires, à l'appareil respiratoire. Je crois que vous me comprenez. Bonsoir, Gaël, depuis le Cameroun. Alors, les virus s'attaquant dans l'appareil respiratoire, notamment le coronavirus, le SARS-CoV-2, fait que on a une infection, ou si vous voulez, une propagation, une potentielle infection par les voies de gouttelettes. Ne viens pas online. Papa est en ligne. Permets à papa de continuer à expliquer. Je reviens à toi, s'il te plaît. On a une propagation, si vous voulez, du virus par les postillons, les gouttelettes, l'aérosol, au contact des voies lacrymales, nasales et buccales. Ça, c'est le mode de transmission. Vous comprenez donc très bien qu'on ne peut pas avoir, même si on a une blessure, à moins que la blessure ne soit sur le doigt, sur la main, et que cette blessure soit en contact avec les gouttelettes, qu'on les ramène au niveau des yeux, des narines ou de la bouche, on ne peut pas avoir une contamination ou bien, si vous voulez, une transmission du virus. Bonsoir Eliane, bonsoir. Vous comprenez très bien. Donc ça répond déjà à la première préoccupation qui était celle de savoir si le virus peut se transmettre par le canal d'une hématologie ou d'une blessure. Bien, vous avez les propriétés du virus. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des experts, pas en virologie, mais en compréhension de la structure, ne serait-ce que macroscopique d'un virus. Si nous savons donc comment est-ce que le virus est constitué, il demeure que ce virus nous donne les maux de tête. Quand je dis nous, c'est la communauté scientifique, c'est les chercheurs, c'est les médecins, parce qu'il a des propriétés assez particulières. On ne réussit pas encore à le suivre. Vous verrez que la recherche évolue au jour le jour. Je vous assure
que depuis les recherches qui ont été faites par rapport au VIH-Sida, il n'y a pas eu autant de production scientifique comme c'est le cas pour le Covid-19. Mais tous les laboratoires du monde, tous les chercheurs du monde, toute la communauté scientifique dans son ensemble est mobilisée afin de trouver tous les mécanismes et de comprendre la complexité de ce virus. Une autre particularité de ce virus, c'est que c'est un virus dont le décryptage génomique, les virus, je vous explique ça très simplement. Le virus, supposons que le virus soit comme un pain, on le découpe pour en déterminer les différentes parties et parties constituantes. Une fois qu'on le fait, on appelle ça la séquenciation. Et cette séquenciation du virus, ce découpage du virus au niveau microscopique, microbiologique, permet d'avoir des séquences séparées les unes des autres et donc d'étudier le virus, la nature du virus, ses propriétés d'action et ses spécificités. Bien. Donc, ce virus-ci, évidemment, comme je disais, il nous donne les mots de tête parce qu'il y a des zones d'ombre. Tenez par exemple, on se rend compte que non seulement le virus se multiplie rapidement, bonsoir Israel Stone depuis l'Allemagne, on se rend compte que non seulement ce virus a été rapidement décrypté, ce qui est un fait spécial et marquant, mais on se rend également compte que, bizarrement, ce virus présente des propriétés assez bizarres. Nous reviendrons sur les propriétés du virus, mais parlons un peu de la contagion, de la contagiosité et notamment de la période d'incubation. Vous voyez que ce virus, tout comme les autres coronavirus, sont responsables des il y a les norovirus, c'est-à-dire les virus de la grippe, du rhume, ce que vous connaissez à toutes les saisons, le rhume autant pour moi, la grippe saisonnière. Ce sont des virus auxquels on est habitué plus ou moins. Mais sauf que ce virus-ci, au-delà de ses propriétés virales, entraîne une réponse inflammatoire et on passe du cadre de la virologie pour entrer dans le cadre de l'immunologie. C'est-à-dire qu'on n'a plus que la discipline essentiellement du virus dans le contexte de la virologie, mais on a le domaine de l'immunologie, autrement dit de l'hématologie. Donc il se comporte à la limite comme un simple virus, mais de façon exponentielle avec, si vous voulez, des caractéristiques des virus tels que ceux du VIH. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'en ce moment, aucun scientifique ne peut vous dire de façon péremptoire si une personne qui a été infectée sera réinfectée, peut être réinfectée, ou est du tout, est complètement immunisée. Ça, ce n'est pas encore possible de le dire de façon définitive. Tenez par exemple, l'on a constaté en Corée du Sud que certains patients ayant été diagnostiqués positifs ont, après avoir suivi le traitement, à un moment donné, été diagnostiqués à nouveau positifs. C'est-à-dire que la charge virale n'a non seulement pas diminué, ils ont été testés 2 fois positifs. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si les premiers tests n'étaient pas de bonne qualité. On a mis en doute la fiabilité des kits de dépistage. On s'est dit, ok, c'était en Corée du Sud, Singapour, on a aussi un cas comme ça. Est-ce que peut-être les tests n'étaient pas de bonne qualité? Soit. Mais aujourd'hui, si en France, les chercheurs, par exemple, vous ont dit qu'on ne peut pas, lorsqu'on a été hospitalisé, après les suites d'hospitalisation, il n'est pas possible d'avoir une charge virale qui soit comparable à celle qu'on avait lorsqu'on a été interné. Vous comprenez? Si aujourd'hui il est avéré que la charge virale change entre le moment où on est testé positif et le moment où on est déclaré guéri, le problème reste entier. On ne connaît pas pour combien de temps on est immunisé. C'est-à-dire on ne sait pas si l'immunité est une immunité temporelle. J'ai été malade, ok, j'ai suivi mon traitement. Parce que j'ai été malade, j'ai été en contact avec le virus. Mon corps produit les anticorps, donc c'est-à-dire des molécules qui vont une fois de plus, si le virus vient se représenter. Madiba, montez. Allez jouer en haut, s'il vous plaît. Viens fermer la porte ici. Et vous allez jouer en haut.
Merci. Donc, je m'excuse. Je disais, une fois qu'on a été malade, l'organisme enregistre, on appelle ça la mémoire immunologique. L'organisme enregistre les éléments qui stipulent que le virus a déjà été présent dans l'organisme. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas pour combien de temps, combien fiable et pour combien de temps cette mémoire-là reste active, de façon à ce que personne ne peut vous dire si 6 mois après, ou bien si l'an prochain, à la même période, un sujet initialement atteint et guéri est en contact avec le virus, si à ce moment-là, la personne ne sera pas réinfectée ou pas. Donc, il y a encore cette zone d'ombre-là. C'est au fur et à mesure que la science livrera ses secrets que nous en saurons un peu plus. Vous voyez, nous en saurons un peu plus parce que visiblement, vous comprenez que c'est un problème. Parce que comment peut-on faire un vaccin fiable si déjà le vaccin est une réponse au déficit immunitaire? C'est-à-dire que les défenses immunitaires, faisons simple, les défenses immunitaires sont fragilisées. Le vaccin vient en simulant exactement comme le virus actif, en simulant une situation de contamination pour que l'organisme produise les anticorps, de façon à ce que chaque fois que l'organisme verra coronavirus, il active sa mémoire et dit non, 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 j'ai déjà été en contact avec ce virus. Il active ses anticorps et là le sujet atteint, la personne au contact donc, du coronavirus n'est pas infectée, n'est pas malade. Voilà le principe. Mais sauf que si on ne peut pas déterminer la durée de l'immunité, mais là on est essentiellement en train de faire ce que quelqu'un disait, nous sommes comme des apprentis sorciers. Nous voulons proposer un vaccin alors que nous ne connaissons même pas encore les propriétés virales, toutes les propriétés caractéristiques de ce virus. C'est suicidaire. C'est proprement suicidaire. Ok. Je vais vous apporter aussi d'autres informations. Ça, ce n'est pas des zones d'ombre, mais ça constitue, si vous voulez, peut-être les côtés relativement positifs de l'évolution de la pandémie. Parce que je vous ai dit, dans un direct, dans un échange, il y a quelques jours, que ce qui est bien avec cette pandémie du Covid-19, c'est qu'elle remet nos certitudes en doute. Ni les scientifiques, ni les chercheurs, ni les médecins, encore que l'on peut être tous à la fois, ni les hommes politiques ne peuvent parler de façon péremptoire, de façon tranchée, alors que nous sommes en plein dans la recherche. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous voyez que les stratégies de comment ça s'appelle, de lutte contre cette pandémie sont multipliées. Quelquefois, elles sont juxtaposées. Quelquefois, il y a un ensemble de mesures maximalistes. Oui, c'est tout simplement parce que la vie est un prix. Et alors, il faut tout donner. Je vais vous parler comme ça maintenant on est toujours dans le domaine de la virologie, on parle toujours de ce virus. Je vais vous parler rapidement de 3 phases qui ont été identifiées dans la pathophysiologie, c'est-à-dire le mécanisme de mise en place de la maladie entre le moment où le patient est au contact de la maladie et le moment où il manifeste la maladie. Je ne parle pas seulement de la phase d'incubation, mais je parle de ce qui se passe au niveau cellulaire, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui se passe au niveau cellulaire. Il y a 3 éléments majeurs. Ça, c'est une avancée dans la recherche. Aujourd'hui, on peut clairement dire que le virus a dans sa première phase uniquement les propriétés virales, c'est-à-dire comme les rotavirus, les norovirus, ceux qui causent le rhume et tout ça tout le temps. Il se comporte comme tel. Une fois qu'il est au contact des sécrétions nasales, lacrymales et buccales. Une fois en contact avec ces muqueuses, il se comporte comme un virus. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ça veut dire qu'à ce niveau-là encore, on peut aussi le combattre simplement. Après, il entre dans une phase où il engage tout le système immunitaire, ce qui crée notamment ce qu'on appelle les détresses respiratoires et autres. Là, ça devient particulièrement intéressant et c'est pourquoi nous allons revenir après sur l'origine, à mon avis supposée plus crédible de ce virus. Comme je le disais déjà la dernière fois, n'est certainement pas le fait d'un hasard. Le professeur Luc Montagnier a dit
erratu human est. Autrement dit, l'erreur humaine. Mais moi, je pense que, oui, si tant il est vrai, autant l'erreur humaine, autant il faut reconnaître que il y avait un dessein inavoué, machiavélique, de l'oligarchie, pour certainement décimer le prolétariat mondial au nom de la théorie du malthusianisme. Nous y reviendrons. Donc, on a deux phases. La phase essentiellement virale, la phase immunologique, et la troisième phase, et ça c'est la découverte majeure, c'est que le virus, une fois qu'il s'est mué dans le corps humain, entraîne des microangiopathies, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins se voient subitement perdre leurs caractéristiques premières et essentielles. Tenez par exemple, lorsque quelqu'un est atteint de diabète, un diabète non soigné, notamment le diabète de type 2, peut a fortiori entraîner une rétinopathie, c'est-à-dire que au niveau des yeux, pour faire terre à terre, pour le commun mortel, les vaisseaux sanguins éclatent. Lorsque ces vaisseaux sanguins éclatent, ils perdent leur forme naturelle, ils perdent leur fonctionnement naturel et leur fonction naturelle. On a donc une espèce de cécité apparente. C'est pourquoi les gens qui ont le diabète qui n'est pas soigné, à un moment donné, perdent l'usage de leurs yeux. Ils perdent la vue. Ils ne voient plus bien. C'est une rétinopathie. La même chose se passe au niveau des reins. Les personnes atteintes de diabète, à certains moments dans leur vie, peuvent devenir des patients qui nécessitent une dialyse, c'est-à-dire un renouvellement du sang par le rein. Parce que le rein est un organe épurateur qui élimine, c'est un peu comme la peau. La peau, au moyen des glandes sudoripares, élimine la sueur, par exemple, les déchets. Les reins éliminent. Le foie est comme la cuisine du corps humain, élimine. Vous voyez? Quelqu'un donc qui a le diabète et qui atteint d'une rénopathie, son rein ne fonctionne plus normalement. Et il faut là, à ce moment, mettre, je parle de façon vraiment prosaïque, terre à terre, une espèce d'infusion qu'on appelle en langage technique une dialyse pour permettre que le rein soit lavé et donc tout l'organisme avec et que le sang soit renouvelé. Voilà les problèmes qui se passent au niveau des vaisseaux sanguins. Le coronavirus actuel, le SARS-CoV-2, auteur du COVID-19, ne viens pas en ligne, papa, je t'appelle tout à l'heure, je suis occupé, je l'utilise encore, s'il te plaît. Prends la tablette. Ok, tu attends que papa termine. Sois gentil. C'est ça, hein, être papa. Vas-y alors, vas-y, s'il te plaît. Quand tu auras l'âge nécessaire, tu vas t'asseoir et tu vas prendre les notes. Ok. Ferme la porte, Madiba. C'est ça les aléas des confinements et autres. Parce que quand... Alors, les vaisseaux sanguins étant donc atteints, dans le cas du diabète, ça c'est connu. Mais sauf que le coronavirus, le COVID-19 vient nous livrer également ces éléments-là, ces informations. Vous voyez donc qu'on est là au milieu d'une pathologie qu'on n'arrive plus à orienter. Est-ce tout simplement un élément du ressort des virologues? Est-ce une maladie du ressort des hématologues parce que ça attaque même déjà le sang? Est-ce une maladie du ressort des pneumologues, des internistes? Est-ce une pathologie du ressort des généticiens? On est là dans un flou scientifique total. Mais je voulais évoquer ces trois éléments. Une fois ça évacué, je précise encore que la période d'incubation est de 5 jours et ce virus est une véritable vachère parce que, quoique la période d'incubation ne soit que de 5 jours, le virus, pour les personnes notamment asymptomatiques, se transmet alors que le sujet porteur n'est même pas au courant de son état. Vous voyez un peu le problème. Dans les autres cas, puisqu'on fait les symptômes, bonsoir, bonsoir, bonsoir ma mère. Bonsoir ma mère. Clara Dissongo. Donc alors,
Le virus, n'étant même pas conscient de la présence du virus, on le transmet déjà. On est un vecteur de ce virus. C'est pourquoi vous verrez qu'au fur et à mesure que la pathologie évolue, la nécessité d'abonder dans les diagnostics est importante. Mais là, je ne peux pas louper cette occasion en or de parler de l'offre philanthrope, bienveillante, l'offre que les pays du Nord, l'Occident, voudraient faire à l'Afrique, à savoir nous envoyer 1 million de kits pour opérer des diagnostics massifs. Parce que vous savez tous qu'une vague infernale a été attendue, ou si vous voulez, est attendue pour l'Afrique. Une vague. C'est-à-dire que tous les observateurs se sont accordés à dire que ce qu'on a vécu à Bergamo, pour ceux qui ont déjà eu écouté mes vidéos précédentes, je vous ai parlé des échanges que nous avons eus avec un médecin à Bergamo lorsque la pandémie était à son pic en Italie. On a vu ce qui s'est passé à Bergamo. On voit ce qui se passe en Allemagne, quoique en Allemagne ce soit plus maîtrisé. On a vu ce qui se passe en France. On a vu comment le foyer, comment dirais-je, le foyer de l'épidémie a été délocalisé vers la côte ouest des États-Unis. On se dit, mais si cette pathologie arrive en Afrique, mais les Africains sont morts. Où il n'y a pas de respirateur, où il y a tous les problèmes de plateau technique possibles, que deviendra l'Afrique et les Africains? Sauf que, pendant qu'on attend dans la vague, les jours ne font que passer. Je ne dis pas que l'Afrique n'est pas concernée, mais je veux dire jusqu'ici, l'Afrique s'en sort plutôt bien. L'Afrique s'en sort plutôt bien, mine de rien. Maintenant, les Européens pensent que certainement, c'est parce qu'on n'a pas assez dépisté. Et il y a donc certainement des cas marginaux, des cas isolés ci et là. Soit, c'est possible. Mais sauf que, si on part du principe que on a des confinements et des quarantaines qui sont allées jusqu'à 14 jours, sachant que le virus peut se manifester pendant toute une période de 20 jours, voire 30 jours. Ça, c'est des cas exceptionnels, mais c'est des cas véritables. Si donc il faut faire plus de 30 jours pour s'assurer que non un sujet entre la contamination et la manifestation des symptômes, la pathologie est présente depuis le mois de mi-février. Depuis mi-février, nous sommes déjà rendus vers mi-avril. Nous sommes en train de nous comporter pas plutôt mal. Cependant, nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants. Et donc la problématique du dépistage et du ce don que la France et l'Europe veulent nous faire, je voudrais qu'on la questionne. Nos élans panafricains, nos élans de souveraineté, pendant que nous essayons, nous aussi, de nous approprier la science, nous aussi, de lever la tête de l'eau, nous aussi, de nous prendre en charge, la question, je nous la pose, je vous la pose. Devrons-nous accepter ces kits de diagnostic, de dépistage, quand on connaît la controverse qu'il y a eu sur les vaccins? Devrons-nous accepter ces kits de dépistage quand on connaît tous les problèmes que les Européens ont eus, et même les Américains, à avoir accès aux tests de dépistage? Dans mon hôpital, jusqu'aujourd'hui, nous ne faisons que des dépistages relativement orientés vers le cas suspect. Nous ne faisons pas des dépistages systématiques. Nous ne faisons pas des dépistages systématiques. Il faut au moins un minimum de symptômes réunis pour que nous passions à la phase de dépistage. C'est-à-dire que ce n'est pas différent de ce qui se fait au Cameroun, par exemple, à peut-être une échelle moindre. L'avantage ici, c'est que le matériel de diagnostic est disponible. Et les centres de réanimation sont préparés. Et comme la vague a été étalée sur plusieurs semaines, on a la capacité de la contenir. Mais la question, je nous la pose. Imaginez-vous un scénario, à savoir, nous recevons ces kits, merci la France, merci l'Europe, merci, voilà, merci la mère patrie et tout ce que vous voulez. Et que ces écouvillons, les écouvillons, c'est une espèce, c'est comme des cotons-tiges, c'est ce qu'on utilise pour faire le diagnostic rapide dans les voies nasales et dans la bouche. Imaginez-vous un seul instant que ces écouvillons soient infectés, sans qu'on ne nous le dise. Mais oui, vous me demanderez pourquoi soulever cette vague de soupçons, pourquoi
avoir ces relents de soupçons. Mais parce que le Covid-19 nous révèle toutes les inégalités qui existent sur la planète Terre. Aux États-Unis, c'est dans la communauté noire qu'il y a majoritairement des décès. Oui, parce que c'est la communauté qui est exposée au diabète, hypertension artérielle et tout ce que vous voulez comme comorbidité. Ce n'est pas différent dans les autres pays, même si, évidemment, il y a aussi des blancs qui en meurent en fonction de l'âge et tout ça. Ce que je veux dire, je ne dis pas qu'il y a forcément une thèse avérée. Vous comprenez? Ça peut tout simplement être un humanisme. Mais je voudrais qu'ils soient d'abord solidaires de leurs propres frères dans les Caraïbes, c'est une partie de la France, que la France dans les Caraïbes, que ceux qui meurent et qui en ont le plus besoin, eux d'abord, soient soulagés. L'aide qu'ils veulent nous accorder, nous aurons certainement le temps d'y réfléchir et de l'accepter ou pas. Mais il faudrait ou alors mettre un mécanisme de contrôle systématique de ces écouvillons. Parce que s'ils n'ont pas réussi, et ça m'amènera à vous parler des origines véritables du coronavirus, s'ils n'ont pas réussi à nous décimer dans leur plan machiavélique, qui nous dit que nous nous en sortirons cette fois-ci? Si nous acceptons, parce que oui, voilà un don. Arrêtons de vivre dans la logique d'assistanat. Arrêtons de nous projeter uniquement avec la main tendue. Ils nous donnent de la main gauche et reprennent de la main droite. Pour que vous compreniez un peu les réticences, pour que vous compreniez la nécessité pour moi de soulever, de susciter tout au moins la réflexion. Je vous ai dit lundi qu'il y a des informations auxquelles vous n'avez pas accès, qui sont disponibles pour les chercheurs et que nous nous sommes donné le devoir sacré de mettre ces informations-là à votre disposition. Officiellement, le coronavirus viendrait de la chauve-souris qui a transité par le pangolin étant lui-même l'hôte intermédiaire. Sauf que, à Wuhan, l'épicentre de la pandémie, vers le mois de mi-décembre, vers la mi-décembre, Wuhan ne présente pas des arbres pour héberger les chauves-souris, comme c'est le cas par exemple au boulevard du 20 mai pour ceux de Yaoundé, où on a des arbres là qui hébergent certainement un nombre incontable de chauves-souris. Wuhan ne présente pas les chauves-souris. Le pangolin, c'est vrai, c'est le mammifère le plus vendu, mais le pangolin n'est pas dans chaque plat comme le poulet, c'est le cas avec le poulet. Et donc, si on ne peut pas nous expliquer comment le virus présent chez les animaux se retrouve chez les humains, et qu'on nous dise, c'est certainement une chauve-souris qui a fui d'un laboratoire à Wuhan pour se retrouver dans un pangolin qui, lui, aurait interagi avec la chauve-souris et par la suite, il y a eu une mutation, c'est-à-dire un changement. Les coronavirus de la chauve-souris s'est associé au coronavirus du pangolin. Ils ont muté. Et cette mutation, une fois arrivée chez l'homme, par le canal de je ne sais quoi, allez poser la question à ceux qui nous ont donné la thèse officielle, et on constate que, patatras, l'homme a le coronavirus. Vous comprenez un peu? Je le fais de façon très simpliste, mais c'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas de corrélation directe et étroite entre l'origine qu'on nous a présentée et le mode de transmission. Et je le redis encore, le patient zéro est toujours recherché. Wanted, patient zéro. Dans toute crise sanitaire, notamment en épidémiologie, il y a ce qu'on appelle la notion du patient zéro, c'est-à-dire le premier sujet infecté par une pathologie. Les données que le patient zéro permet de requérir sont tellement importantes parce que c'est ça qui nous permet de voir le comportement du virus en un temps T, ses manifestations, ses formes, ses propriétés analytiques. Jusqu'ici, ce n'est pas possible de le faire. Je vous rappelle que le seul médecin chinois qui a osé parler alerter le monde par rapport à l'origine potentielle et véritable de ce coronavirus, aujourd'hui n'est pas en vie. On nous a dit que lui-même est décédé du Covid-19. Allez savoir qu'est-ce qui s'est passé.
J'ai rien dit, hein? J'ai rien dit. Mon rôle, c'est de vous booster. Mon rôle, c'est de vous booster. Nous devons tuer l'ignorance. Nous ne pouvons pas laisser notre peuple dans l'ignorance. Il y a des combats et des enjeux stratégiques. Maintenant, tenez, pas loin de Rouen se trouve un laboratoire de niveau 4, PS4, laboratoire chimique, microbiologique, de niveau 4. 4, c'est le niveau de sécurité le plus élevé. Comment pourrait s'échapper une chauve-souris d'un laboratoire aussi sécurisé? Comment est-ce possible? Comment vous voulez... Attends, comment vous voulez me dire à moi qu'une chauve-souris se soit enfuie? Tout simplement. Et bizarrement, c'est cette chauve-souris-là qui a interagi avec le pangolin. Et comme par enchantement, c'est ce pangolin précis, encore que les pangolins, permettez-moi qu'il soit dit en passant, on ne les retrouve aujourd'hui, ceux en possession du pangolin ne réussissent à le faire que dans le cas du braconnage. Parce que c'est strictement interdit. Ça, c'est un élément très important. Donc, il y a trop de coïncidences. Alors, lorsque nous avons parlé de ça, beaucoup de nos frères n'y ont pas accordé un intérêt. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette théorie. Je suis tout simplement en train de relayer une information à laquelle j'ai eu accès par des méthodes de recherche scientifique rigoureuses. Nous avons eu accès à ces informations, nous les mettons à votre disposition. Beaucoup m'ont écrit, ouais, mais est-ce que tu ne prends pas des risques énormes en parlant? Mais la vie en soi est un risque. Nous risquons tous les jours quand nous nous levons, nous ne savons pas si nous allons nous coucher. Lorsque nous prenons nos véhicules, lorsque nous sommes sur les routes dehors, nous prenons des risques. Lorsque nous allons à l'hôpital, parce que nous nous connaissons par ce qu'on appelle confinement, soit dit en passant, nous prenons des risques. Vous-même qui restez à la maison, vous prenez des risques d'une façon ou d'une autre. Alors lorsque nous l'avons dit, et nous n'avons d'ailleurs pas été les seuls, ni les premiers à le dire, qu'il y a une recherche indienne qui démontre qui a soulevé cette question. Ils ont essayé de la publier. Sachez qu'ils ont été réprimandés par le gouvernement chinois. Leurs têtes ont été mises à prix. C'est-à-dire que toute personne qui essaie en ce moment, aux alentours de l'Asie, de faire des publications majeures par rapport à l'origine véritable de ce virus, ces personnes sont traquées et repoussées dans leur dernier retranchement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la science qui se veut une science, une gymnastique de l'intelligence, doit devenir une chasse à l'homme? Pourquoi? Pourquoi? Warum? Vous comprenez un peu? Posons-nous les bonnes questions. Nous l'avons dit le 13. Hier, le professeur Luc Montagnier, fort de son aura, de l'aura que lui a conféré le prix Nobel en médecine en 1983, pour les recherches qu'il a fait sur le VIH-Sida, et fort de sa notoriété scientifique, l'a redit. Et il a dit, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Il a tout simplement relayé l'information que vous avions déjà donnée. À savoir que le génome du coronavirus, c'est-à-dire qu'un virus a ce qu'on appelle un centre informatique, une mémoire centrale. Dans la mémoire centrale du coronavirus, version 7, qui par ailleurs est différent de tous ses frères, parce que ce n'est pas le premier coronavirus, les premiers c'était en 2000-2002. Le coronavirus version 7, le 7e, dont le SRAS-CoV-2, responsable du Covid-19, présente des caractéristiques que ses frères n'ont pas. C'est tout comme si une femme a conçu un enfant d'un homme qui est autre que son mari. C'est-à-dire, imaginez un couple de noirs, l'enfant n'est même pas métis, mais il est blanc. Waouh, la génétique est superbe. Les miracles de Dieu, nous les voyons et nous les vivons tous les jours. C'est juste pour stimuler votre curiosité. Alors, ce coronavirus, lorsqu'on a fait la séquence du génome, c'est-à-dire qu'on l'a morcelé en laboratoire, on se rend compte de la présence des particules, des séquences de VIH-1, de VIH de type 1. Comment est-ce que dans un coronavirus, le VIH, les séquences de VIH se retrouvent? Venu comment? Ok. Certains ont dit, ouais, peut-être ceux qui travaillent en laboratoire étaient des personnes séropositives, porteurs du VIH,
Et dans les manipulations, mais non, c'est juste pas possible. Ça, on ne va pas le gober. C'est une insulte à notre intelligence. Parce que on est en train de parler là d'un niveau microcellulaire, microbiologique. C'est-à-dire que la seule explication possible est qu'il y a eu une interférence humaine. Ce n'est pas un phénomène spontané. Ce n'est pas un phénomène isolé. Ce n'est pas un phénomène naturel. Il ne peut qu'il y avoir une introduction de cette séquence de VIH. Tenez-vous tranquille. Il n'y a pas que la séquence de VIH. On a vu des particules qui nous renvoient au virus Ebola. On a vu des particules qui renvoient au paludisme. Autrement dit, très chers frères et sœurs de couleur et de douleur, le coronavirus présente des propriétés semblables au VIH, présente des caractéristiques semblables au virus Ebola, présente des pourcentages séquentiels semblables au paludisme. Comment en arrive-t-on à une telle chose? Un virus qui, d'une part, se dissocie de ses frères, il ne ressemble pas à ses frères, mais d'autre part, ressemble à des virus pour lesquels des combats sont menés depuis. Permettez-moi de charger un peu parallèlement mon téléphone. Ce virus ressemble, alors là je le place comme ça, je crois que ça va aller, oui. Ce virus ressemble à ces autres virus que j'ai cités, pour lesquels on n'a pas encore trouvé de vaccin. Alors, le professeur Luc Montagnier de conclure, oui, on peut avec des ondes et des radiations éliminer la présence des séquences de VIH et autres. Mais ça demande beaucoup d'argent. En fait, le gars reconnaît que les études faites par les Indiens et par d'autres groupes sont avérées. Oui, lui-même l'a fait dans son laboratoire. Il y a une cause humaine, il y a la main de l'homme derrière ça. Ce n'est pas un fait du hasard. Il y a la main de l'homme. Là maintenant, la question est de questionner. La question est de questionner maintenant les mobiles, les motifs, les raisons, les causes, les motivations de cet acte ou de ces actions en laboratoire. La question est de questionner ça. Maintenant, s'il faut questionner ça en laboratoire, c'est simple. Soit ils ont essayé d'utiliser comme molécule, comme matrice, le coronavirus pour trouver un possible ou potentiel vaccin contre le VIH. C'est une option, c'est une hypothèse. La science évolue par des hypothèses. Mais je vous dirai pourquoi moi je ne crois pas à cette hypothèse-là. C'est une hypothèse, mais je vous dirai pourquoi elle n'est pas crédible pour moi. Je peux vous le dire aussitôt. Elle n'est pas crédible pour la simple raison que le business des antirétroviraux en guise de thérapie contre le VIH-Sida est un business lucratif. C'est un business lucratif. Je ne vois pas la fondation Bill et Melinda Gates mettre tous leurs intérêts financiers en jeu. Je ne vois pas comment l'oligarchie putréfiée, ultra dominante de l'élite occidentale, je parle toujours de l'élite parce qu'il y a le prolétariat. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une lutte dichotomique de noir contre blanc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit ici de la lutte de ceux qui ont le pouvoir décisionnel contre les pauvres. Et ça veut dire qu'il y a ces pauvres aussi, même dans les races et dans les groupes du leucodème. J'entends par leucodème des personnes de peau blanche. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui souffrent aussi de l'oligarchie dominante. Il faudrait qu'on se comprenne. Ce n'est pas un discours racial ou un discours anti-blanc où nous plongeons uniquement dans une thèse complotiste. Non. Nous essayons d'agir là comme aiguilleurs de conscience. Nous essayons de rendre ça public. Ce qui jusqu'ici est tu par les gouvernements chinois, par la communauté scientifique, et on ne nous parle que d'autres choses. Donc, ce n'est certainement pas parce qu'ils voulaient trouver un vaccin, parce que le vaccin leur ferait perdre beaucoup d'argent. Ça, c'est d'eux. Vaccin contre le paludisme? Oh, peut-être. Oh, ben oui. Là, on est dans Mamadou Ebineta ou Alice au pays des merveilles.
j'ai envie de dire, le paludisme sévit depuis longtemps. Le taux de mortalité pour les enfants de 0 à 5 ans est extrêmement élevé. De toute façon, l'artémisine qui est cultivée en Inde et qui est trouvée aussi dans quelques endroits en Afrique, qui a voulu être utilisée à un certain moment parce que ce sont des plantes simples, accessibles à tout le monde, l'OMS, c'est toujours de façon magistrale, mais alors magistrale et de façon assez, je dirais même idiote, opposée contre l'utilisation de ces substances faciles d'accès pour le citoyen lambda. Parce qu'il faut faire prospérer la pharmacopée de l'oligarchie ultra dominante. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas par amour qu'on veut finalement, soudainement, subrepticement, tout d'un coup, trouver une solution contre le cher paludisme pour lequel nous autres, nous avons été tous immunisés et où il n'y a que nos frères entre 0 et 5 ans, nos enfants, qui, parce qu'ils n'ont pas encore une certaine immunité, ne serait-ce que temporaire, sont encore à la merci. Mais qu'ils trouvaient déjà d'abord ces vaccins, qu'ils trouvaient le vaccin de ces pathologies qui sévissent depuis longtemps, avant de vouloir trouver d'autres vaccins. Donc, tout ça pour vous dire que nous ne croyons pas, nous ne sommes pas naïfs. En tout cas, mon peuple n'est plus naïf. Nous ne sommes plus naïfs. C'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose de le démontrer. Nous le démontrons par des actions concrètes et palpables sur le terrain idéologique, géostratégique de positionnement, mais également dans la diffusion, la divulgation et si vous voulez, la vulgarisation des connaissances qui autrefois étaient destinées seulement à une élite fainéantiste et paresseuse. Chers frères, ce combat est le nôtre. Il est important de comprendre ça. Parce que si nous le comprenons, nous comprendrons que le Covid-19, la pandémie du Covid-19, a plusieurs enjeux. VIH, Ebola, paludisme, dans la séquence du génome du SRAS-CoV-2, ce n'est pas anodin, il y a la main de l'homme. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on le sait? C'est l'occasion pour moi de passer un appel à nos décideurs. Que nos laboratoires soient équipés, que nous puissions faire notre recherche de façon parallèle. Vous voyez, c'est le gouvernement chinois qui a mis à mal ici. Le professeur Luc Montagny a demandé que la Chine assume au moins qu'ils ont voulu faire une recherche, peut-être pour sauver l'humanité avec un vaccin, et que ça s'est mal passé. Vous voyez, il leur a ouvert une porte de sortie comme ça. Mais même ça, ils ont du mal à le faire. Vous voyez, quelqu'un qui commet un tort a la facilité de demander pardon. Mais puisqu'ils sont dans une logique hégémonique, pourquoi demander pardon? C'est du business. On ne demande pas pardon si facilement. Parce que quand on demande pardon, c'est qu'on est prêt à ne plus recommettre la même bêtise. Or, ils ne considèrent déjà pas ça comme une bêtise. On vous dira que la science a eu des avancées et des progrès par des contre-expertises, par des essais de cette nature. Mais sauf que c'est au prix des vies humaines énormes. Et je suis convaincu que dans leur plan machiavélique, l'Africain, ou si vous voulez, le prolétariat mondial, était celui qui était concerné comme cible première. Mais seulement comme Dieu est Dieu. Comme Dieu est Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de l'arroseur arrosé. Ils vont se mordre de leur propre turpitude. Pas pour dire que nous nous réjouissons des morts ci et là. Une mort demeure une mort. Quelle que soit la couleur de la peau du mort, quelle que soit l'odeur du mort, une mort est une perte en vie humaine. Mais au moins, la nature et Dieu, par là même, ont l'occasion de rétablir un certain préjudice qui n'a que trop longtemps duré. C'est de ça qu'il s'agit, chers frères. Maintenant, quand j'ai dit ça, il est important de savoir que les États-Unis ont contribué majoritairement, mais alors grandement, à, comment ça s'appelle? Ils ont contribué financièrement à l'évolution, l'accélération de la recherche dans ce laboratoire-là. Ils ont participé activement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même comme Donald Trump a l'habitude de dire de Wuhan virus, de China virus, parce que vous savez que chaque virus
prend la nomenclature du lieu, très souvent, la nomenclature du lieu où il a été découvert pour la première fois. Il dit le China virus. C'est dans une guerre idéologique, une guerre géostratégique. Il essaie de damer le pion comme ça à la Chine en leur disant vous êtes responsable de ce qui se passe dans le monde. The China virus, the Wuhan virus. Mais on sait tous, et effectivement, je crois que c'était la remarque de quelqu'un tout à l'heure, au niveau de la fondation Bill et Melinda Gates. Voilà que Najali Bams disait, effectivement, ils ne l'appellent pas ainsi au hasard parce qu'ils connaissent les implications des États-Unis dans cette recherche-là. Vous comprenez? On est là dans une guerre. Chers frères, ne restons pas aveuglés. Ne disons pas seulement coronavirus, confinement, patati patata. C'est le moment plus que jamais de vous rapprocher de ceux de vos frères qui se donnent la peine d'aller puiser la substantifique moelleuse pour venir la distiller afin que le combat ne s'arrête pas. Parce qu'il y a plusieurs phases. Ne soyons pas seulement dans l'émotionnel réactionnel. C'est-à-dire, lorsque les Noirs sont manipulés en Chine, malmenés, on dit, oh voilà, encore ces gens-là. Mais notre indignation et nos réactions dermo-épidermiques, pour prendre l'expression d'un très cher frère à moi, ne suffiront pas à changer la donne. C'est une véritable opportunité, Nadjali, pour l'Afrique de prendre son autonomie. Je te le concède. C'est une opportunité. On dit qu'aucune guerre ne doit aller à la perte. Nous sommes là dans une guerre asymétrique face à un ennemi invisible, méconnu, dont toutes les techniques de guerre et de combat ne sont par contre pas connues et maîtrisées. Les coronavirus, on les connaît depuis Mathusalem, notamment depuis le début des années 2000, très précisément depuis 2002, au moins. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des recherches excessives. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, on soit comme si nous faisons face pour la première fois à un virus venu de nulle part, génération spontanée? Eh bien, nous avons matière à réfléchir. Donc ça, c'était pour ce qui est de la théorie non officielle des origines du coronavirus. Vous n'allez pas trop l'entendre, parce que ceux qui en parlent librement subissent un certain nombre de pressions, mais il est de notre devoir de le dire, parce que la liberté de notre peuple ou la mort, nous vaincrons. Nous devons repousser l'ignorance jusqu'aux confins de la terre. Nous ferons notre part. Parce que chaque génération, comme disait Frantz Fanon, je le cite, doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je pense que là, nous avons une mission générationnelle, celle de combattre dans chacun de nos domaines respectifs, afin de ne pas passer un héritage déjà biaisé à nos enfants et aux enfants de nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va casser un peu pour faire plus simple et vous parler des choix à faire, qu'il y a eu à faire. Vous savez que dans l'évolution de la pandémie, il y a eu beaucoup de choix à faire. À certains moments, il a fallu laisser mourir certains patients âgés d'un certain âge à la faveur des patients plus jeunes. C'est ce qui explique que la moyenne d'espérance de vie dans les réanimations est allée décrescendo, donc décroissante. On avait des moyennes de plus jeunes en réanimation parce qu'à un moment donné, quand la pandémie a atteint son pic, il fallait faire des choix par rapport aux capacités qui étaient contraignantes, restrictives, réduites. Aujourd'hui, l'épidémie, la courbe épidémique de façon globale est en train d'atteindre un certain plateau. Elle est en train d'atteindre un certain plateau. La dynamique épidémique est en baisse. Il y a un plateau qui est observé depuis quelques jours. On espère que ce plateau va durer et puis après qu'on aura la courbe descendante. Mais même quand la courbe descendante suivra son asymptote descendante, une vérité demeurera. C'est qu'il y aura des cas marginaux. Ci et là, il y aura des personnes qui vont encore venir, qui vont être testées positives, ci et là. C'est pourquoi je nous exhorte à continuer à respecter les mesures de confinement. Parce qu'en fait, le confinement, le synonyme de confinement, c'est quarantaine. Même ceux qui pensent qu'ils ne sont pas mis en quarantaine parce qu'ils rentrent chez eux, c'est une quarantaine. C'est tout simplement le jargon médical. Le jargon médical, confinement égale quarantaine. Le but, c'est d'éviter
la propagation, comme vous l'avez déjà entendu ici et là. Je voudrais vous dire que l'indice de contamination a quand même chuté. On était à 3,75, c'est-à-dire qu'un patient positif transmettait à 3,75 personnes, pratiquement 4 personnes. Aujourd'hui, on a moins de 2. Ça veut dire qu'il y a un recul. Est-ce que ce sont les méthodes de confinement appliquées ici et là? Parce que dans mon pays, l'Afrique, parce que je dis toujours l'Afrique est un pays, et ce que nous considérons comme pays sont en réalité des villes. Dans mon pays, l'Afrique, dans les villes de Côte d'Ivoire ou du Cameroun et partout ailleurs, appliquer le confinement est difficile, compte tenu du tissu social qui est à 80% dans le secteur économique essentiellement informel. Il est difficile de parler de confinement. Les gens vivent agglutinés pratiquement tout le temps. Donc là, il est difficile de demander aux gens de se confiner alors qu'ils n'auront même pas d'énergie pour pouvoir allumer un téléviseur ou pouvoir s'occuper autrement. Donc, c'est peut-être le confinement, mais c'est aussi le port des masques. Et là, ça m'amène à parler du port des masques. S'il vous plaît, très chers frères et sœurs, oui, je suis content qu'aujourd'hui, le port de masque soit en train d'être unanimement adopté. Mais je voudrais rapidement, de façon simpliste, nous présenter les 3 types de masques qui existent. Il y a le masque FFP2. C'est un masque avec le bec de canard. Ça, c'est ce qui est utilisé pour les personnes qui sont sur le front line de la pandémie. Vous voyez, quand quelqu'un est en contact direct avec le patient, ça, c'est le masque FFP2. C'est un masque qui protège dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il protège le porteur de masque et il protège son entourage, la personne autour de lui. Aussi bien de sa bouche vers le masque que comme de l'extérieur vers le masque, il y a une protection, double protection. Et puis il y a les masques chirurgicaux. Les masques chirurgicaux que vous, malheureusement, je n'en ai pas porté de main là. Je vous l'aurais montré. Attendez, peut-être j'ai un masque quelque part là. Non, je crois qu'il est dans mon bureau en haut. Bon. C'est les masques simples que vous voyez, les masques que les médecins portent là. Les masques chirurgicaux verts de couleur très souvent. Ces masques chirurgicaux là, eux, ils n'ont qu'une protection unique. C'est-à-dire qu'ils ne protègent pas la personne qui les porte. Ces masques protègent la personne. C'est-à-dire que si je suis infecté et j'ai ce masque, les postillons, les crachats, les gouttelettes, tout ce qui sort de ma bouche reste dans le masque et empêche à mon vis-à-vis, à celui qui est auprès de moi, d'être infecté. Mais l'inverse n'est pas possible. Et je le dis parce que c'est important de le souligner. J'ai vu quelques collègues, même médecins, qui de façon aberrante et de façon techniquement incompréhensible, faisaient des prélèvements sanguins en mettant les masques chirurgicaux au fin de ne pas être infecté. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc vous voyez que l'ignorance, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes tous ignorants, mais nous sommes ignorants des choses différentes. Nous ne sommes pas ignorants des mêmes choses. Combattons l'ignorance. C'est la pire des maladies. Et on combat l'ignorance en faisant des gymnastiques intellectuelles comme celle que nous sommes en train de faire là. C'est un exercice de l'intelligence. Vous voyez, Africains, nous aimons trop danser. Africains, nous aimons trop la fête. Africains, nous aimons la partie. Nous aimons le boogie-boogie. Nous aimons... Ça nous empêche de nous asseoir, de réfléchir et de penser notre vie. Je ne voudrais pas faire un jugement de valeur. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je voudrais tout simplement nous inciter à davantage nous sentir concernés. Parce que l'avenir de nos enfants et les enfants de nos enfants dépend. Donc pour revenir au masque, le masque chirurgical protège dans un sens, le masque FFP2 avec le bec de canard dans les deux sens, et les masques artisanaux que nous fabriquons. Mais je salue encore l'ingénierie universelle. C'est très bien que de faire ces fabrications-là parce que, à la vérité, le fait de fabriquer ces masques-là fait que nous n'attendons pas les livraisons venant de la Chine. Encore que toutes les entreprises européennes et américaines qui étaient délocalisées en Chine parce qu'ils voulaient payer des impôts à moindre prix, à moindre coût, sont en train d'être rachetées par les Chinois. C'est-à-dire qu'il y a une bataille Covid-19 où on voit tous la crise sanitaire qui va entraîner avec elle-même, on le sait déjà assez, des crises et des conséquences économiques imparables, mais il y a une guerre de positionnement dans le leadership politique, dans le leadership économique. Comment expliquer que des grandes civilisations, toutes se voient livrer des masques en provenance de la Chine.
Et vous connaissez tout ce qui s'est passé. Trump a fait acheter des masques en direction de l'Italie et de l'Allemagne en offrant une somme d'argent plus importante. Les masques se sont retrouvés aux États-Unis. Donc les gens ont commencé à penser au plan B, à savoir voir comment créer des industries de fabrication de masques. Et là, je salue à tous ceux qui ont la pensée de l'entrepreneuriat et qui regardent des problèmes comme des opportunités pour aujourd'hui transformer le besoin en une potentielle solution. Donc les masques que nous fabriquons, nous portons ci et là, dans les villes d'Adjamé, dans les villes de Babi, Yamoussoukro, Dakar, quoi ça, Douala, Yaoundé, que sais-je, partout en Afrique, Mbumalanga, Pretoria, Madagascar, j'en passe. Tous ces masques, mes frères, félicitations pour l'ingénierie. Ça ressemble à rien du tout. Oui, parce qu'aujourd'hui, la technique de fabrication du masque a été divulguée. Mais c'est bien. Parce que même si ce masque-là, et là, c'est là qu'il est important de le souligner, ne protège pas contre le virus, parce que les particules du virus sont infinitésimalement, elles sont tellement petites, elles pénètrent les pores de ces masques, elles pénètrent dans les deux sens. Le virus peut passer. C'est-à-dire que je sois en face de quelqu'un qui est contaminé, ou ça va passer. Mais au moins, elles ont le mérite de servir d'obstacle mécanique et d'empêcher que les mains aillent, les doigts aillent constamment vers les yeux, vers les narines et vers la bouche, au moins de façon mécanique. Et puis lorsqu'on parle, les postillons, les crachats, les gouttelettes, l'aréosol qui sort de la bouche à un moment donné, peut-être parce qu'on est fatigué, peut-être parce qu'on n'a pas, je ne sais pas moi, pour une raison ou pour une autre, au moins ça s'est bloqué en grande partie. Et on se dit, ces particules virales, si elles sont bloquées en grande partie, ne serait-ce que les gouttelettes, eh bien, celles qui vont traverser, si on respecte également la distanciation sociale, ça permettrait qu'on n'ait pas un taux de contamination interpersonnelle accru. Donc, c'est pourquoi je vous exhorte tout simplement à laver ces masques-là autant que faire se peut. Et c'est vrai aussi, il y a des mythes, il y a beaucoup de mythes autour du coronavirus. Par exemple, la température. Initialement, on disait non, les Noirs ne peuvent pas être atteints du coronavirus en Afrique parce qu'il y a des températures, nous sommes entre les tropiques, notamment dans la partie subsaharienne. Initialement, on a dit dans toute l'Afrique. Et puis, on a vu que non, nos frères du Nord étaient quand même secoués par la pandémie. On a dit non, beaucoup plus pour ceux qui sont au niveau de l'équateur, dans les tropiques. Et on s'est rendu compte que même là, il n'y a pas une causalité, il n'y a pas une théorie avérée entre chaleur et survie du virus. Autrement dit, scientifiquement, et je vous le dis de façon péremptoire, aujourd'hui, aucun scientifique ne peut affirmer que les recherches et l'état de recherche permet de conclure que la chaleur détruit les coronavirus. C'est faux. C'est faux. C'est pas possible. Par contre, on sait que à plus d'une température de 60 degrés, les virus sont considérablement affaiblis. Et donc, c'est ce qu'on recommande de faire pour les masques, les laver à 60 degrés. Mais là encore, moi, je veux des solutions pratiques pour mon Afrique. Quand on parle de laver les masques à 60 degrés, ça induit de façon implicite qu'il y a des machines à laver. Mais nous lavons nos choses, nos vêtements et nos supports textiles à la main en Afrique. Et la température ambiante est souvent de 35 degrés, 40 degrés souvent à Bobo Dioulasso, en Burkina Faso. Que faire donc dans ces cas-là? Parce que vous voyez, c'est bien beau que nos présidents et nos leaders copient de façon quasi bancale, quasi pathologique, les décisions qui sont prises par les autres. Macron a dit, alors se range tous. Oui, Macron a dit. Mais non, adaptons nos situations, adaptons nos solutions à notre réalité socio-culturelle. C'est pourquoi je dis encore, je salue l'ingénierie de nos frères pour les masques. Lavons-les autant que faire se peut, séchons-les ou repassons-les. Parce que par le moyen du repassage, ça dépend de comment ils sont constitués, on peut au moins être sûr qu'on élimine une bonne quantité. Et retenez encore, ça ne protège pas de façon systématique si, en dehors du port des masques, on ne respecte plus les mesures de distanciation sociale. En respectant la distance d'1 mètre à 1,5 mètre, il y a que les particules ne sont pas assez lourdes pour voler au-delà d'une certaine distance. Donc respectons ça. C'est toutes ces mesures maximalistes mises ensemble qui nous permettraient davantage de damer le pion des plans machiavéliques qui étaient adressés, peut-être pas uniquement contre nous, mais contre le prolétariat mondial. Vous comprenez? Et puis en enlevant les masques,
Ça ne sert à rien de toucher la partie frontale. Parce que si évidemment les virus ici sont posés, en touchant, en enlevant, et puis en passant la main là, on a annulé l'effet barrière du masque. Comme quoi, enlevons par les fronts, enlevons sur les côtés, et tâchons de veiller à ce que la contamination manu-portée, comme ça s'appelle, manu-portée, la transmission manu-portée soit au maximum réduite. Parce qu'il y a la transmission manu-portée, donc avec les mains, et la transmission par les gouttelettes directes. Donc, ça, c'est ce que je voudrais faire comme précision sur ces masques-là. Maintenant, le débat qui consiste à dire, oui, ben c'est des masques dont la capacité de rétention des virus n'est pas avérée. Nous sommes désolés. Nous allons faire avec, en attendant avoir mieux. On utilise ce qu'on a. Dans une guerre, on utilise chaque élément qui peut se présenter à nous comme une arme, comme un promontoire pour combattre l'ennemi. David a tué Goliath avec un caillou. Nous pourrons le faire. Nous pourrons le faire. Donc, continuez à porter le port systématique des masques, c'est bien, mais seulement faisons-le de façon coordonnée, structurée et structurante. C'est-à-dire avec understanding, avec compréhension de ce que nous faisons. Ça ne sert à rien d'avoir un masque et puis de percer pour pouvoir boire une bière. Ça ne sert à rien du tout. Autant mieux enlever le masque et jeter. Ça ne sert à rien du tout de mettre un masque et puis percer pour pouvoir fumer une cigarette. Ça ne sert à rien du tout. Si nous ne pouvons pas faire fi, même de nos dépendances les plus criardes, si nous sommes tellement toxicomanes, que dirais-je, tabaco-dépendants et alcoolo-dépendants ou tout simplement alcooliques, au point où nous ne pouvons pas faire l'usage, nous ne faisons pas faire un bon usage du port des masques, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donc, chers frères, c'est bien le masque, mais l'OMS a été très dubitatif à l'idée de diffuser, de divulguer et d'adopter cette solution-là de façon universelle parce que on se doutait du risque ou des risques éventuels de l'abandon des autres mesures d'accompagnement. Ok, donc là j'ai parlé de pas mal de choses. Je pense que je vais vous laisser le soin, si vous avez des questions, de les poser. Je peux davantage déblayer. Là, je vais lire quelques commentaires. Nadjali, ok. Oui, là, on était essentiellement sur le terrain judéo-chrétien. Ça, c'est clair. Je préfère préciser ça comme ça. Parlons de David et Goliath. Voilà. Donc oui, comme je vous disais, c'est un virus qui a plein de curiosité. Il démarre quelque part en novembre et puis 5 mois plus tard, il est sur toute la planète Terre. Une rapidité d'expansion et de propagation à nul autre pareil. Et surtout qu'on ne peut même pas dire si ce virus reviendra la saison prochaine. En ce moment, dans les chaumières scientifiques, il se dit que le virus, puisqu'on ne connaît pas encore la durée de l'immunité, on souhaite qu'elle soit au moins de 6 mois pour pouvoir résister pendant cette période et attendre éventuellement la prochaine saison. Sauf que, aussi longtemps que l'immunité ne sera pas avérée sur une longue période, on ne pourra pas parler de vaccin. On ne pourra pas parler de vaccin. Le vaccin restera une chimère. Et je vous l'ai dit, en préambule, pour les vaccins, il faudra attendre au moins 1 an, au meilleur des cas. Sinon, nous aurons des vaccins qui n'auront pas traversé tous les protocoles de contrôle. Les essais précliniques et cliniques n'auront pas été faits. On nous proposera des vaccins. Et nous allons encore valider sans respecter le consentement et sans qu'on ait l'autorisation venant de ce service-là qui est habilité à valider le médicament et la recherche dans chaque pays. Vous voyez? Oui. À propos des vaccinations, Mérimée, à propos des vaccinations, quelle attitude adopter? Ok. Vaccination par rapport au coronavirus ou vaccination en général? Je dirais que, malheureusement, il faut le dire, je dois être honnête envers vous. Vous savez, chaque médecin, à la fin de sa formation,
fait un serment. Ça s'appelle le serment d'Hippocrate. Malheureusement, le serment d'Hippocrate est devenu pour plusieurs le serment d'Hypocrite. Et là, ça ne s'applique plus qu'aux médecins parce qu'il s'applique aussi aux décideurs. Pour qu'un vaccin soit fait sur un territoire, il faudra que la commission nationale chargée de la légifération des médicaments donne d'abord son quitus. Il faudrait que les sujets sur lesquels les tests, les essais vont être faits, puissent donner leur consentement libre. Il faudrait qu'il y ait des assurances sur au moins 10 ans qui puissent assurer la prise en charge des sujets sur lesquels on a fait les essais cliniques pendant 10 ans, parce que très souvent, il y a des effets secondaires qui reviennent. Donc, il faut s'assurer que pendant 10 ans, si quelqu'un développe un effet secondaire lié à la prise de vaccin initiale, que ceux qui ont mené les opérations puissent accompagner la personne. Malheureusement, dans nos pays, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle 80% des vaccins aujourd'hui se font sur le territoire, sur l'Eldorado africain, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que ça coûte moins cher, on ne dédommage pas longtemps, et on n'assure pas le suivi pendant longtemps. C'est ce qui s'est passé avec les prostituées sur lesquelles on a fait les tests du VIH autour des années 2000. C'est ce qui s'est passé avec les enfants sur lesquels on a fait les tests au Nigeria. Vous voyez? Et personne n'est à mesure de revenir par la suite dire voilà, 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 nous sommes les avocats de ces personnes-là. Donc, de façon globale, il y a donc des doutes, des soupçons qui sont levés par rapport au vaccin. J'imagine que aucun parent ne voudra plus, de façon moutonnière, faire vacciner ses enfants. C'est important de le dire. Mais maintenant, je vous conseille de rester, de prendre l'avis. Je ne peux pas répondre de façon générale et généralisée. Je vous conseille de prendre toujours l'avis d'un médecin, de quelqu'un que vous connaissez, qui est du corps, chaque fois qu'il y a un vaccin à faire. Pour les nourrissons, pour les enfants de 0 à 5 ans, en général, il y a un programme de vaccination qui est connu de tous. Des vaccins standards, j'ai parlé du rose, j'ai parlé de la vaccin de la polio et tout. Encore que, dans ce cadre-là, stricto sensus, on peut encore le faire. C'est vrai que les naturopathes et ce qu'on appelle les médecins traditionnels, moi je n'aime pas cette expression parce que je préfère dire les docteurs de la médecine africaine ont une autre conception là-dessus parce que le vaccin, si vous voulez, concerne uniquement la partie hématologique, dans le sang. Or, le sang ne représente pas l'ensemble de l'organisme. C'est-à-dire que là encore, c'est discutable. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails techniques au risque de vous perdre. Je dirais, les vaccins standards connus de tous, on peut les faire, pourvu qu'ils soient encadrés. Mais tout ce qui sera de nature à être des solutions, des propositions supplémentaires. Oui, il y a une campagne de vaccination pour telle nouvelle pathologie. Souvent, on ne vous dit même pas de quoi il s'agit. Parce que vous allez faire la campagne, après on va peut-être donner 500 000 aux gens, ou bien, je ne sais pas, j'ai failli dire pain sardine. Bon, je ne veux pas rentrer sur ce terrain-là. On va donner aux gens des exonérations, peut-être des gadgets et des trucs. On dit, ah ouais, non, je m'avais fait vacciner mes enfants. Mais on va prendre des gadgets et sacrifier la vie de nos enfants? Non. Prenez l'avis d'un médecin. Vous avez nos contacts. Si vous avez de telles propositions, écrivez-nous. Nous vous dirons, séance tenante, quoi faire, s'il faut prendre ces vaccins-là ou pas. Ça, c'est pour les vaccins qui sont souvent comme des générations spontanées, où on dit, oui, il y a un vaccin à faire là-bas contre... Tenez par exemple, chaque année, dans nos services, dans nos hôpitaux, on nous propose des vaccins contre la grippe. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Parce que je ne suis pas un défenseur de vaccins. Je ne crois pas forcément à l'effet positif de certains vaccins. La preuve, cette année, avant qu'on ait l'exponentielle augmentation des cas du coronavirus, dans notre service, nous avons eu 7 patients qui ont dû être mis en quarantaine. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient atteints de la grippe influenza. 7. En l'espace de 5 jours. Une semaine avant qu'on ait l'explosion du coronavirus. La déferlante de la vague. Donc, comme quoi, on s'est rendu compte que ces personnes-là qui étaient diagnostiquées positives à la grippe influenza de type A et de type B, étaient essentiellement des personnes qui avaient pris des vaccins. Vous voyez un peu? Donc peut-être la réponse immunitaire
n'était pas encore adapté. Autrement dit, vaccin, je ne dirais pas non de chez non, mais il faudrait que ce soit encadré, s'il vous plaît. Surtout, ne faites pas participer vos enfants et ne participez pas vous-même à des essais cliniques pour des pathologies inventées ou pour des pathologies où des gens veulent se faire du beurre. Il faut garder ça en esprit. Ça, c'est ce que je dirais à ce niveau-là. Donc, l'attitude adoptée, c'est une attitude une attitude préventive. Préventive et essayer d'acquérir ou de requérir, si vous voulez, l'avis d'un médecin. J'espère que c'est bon à ce niveau. Mérimée, s'il y a des zones d'ombre, tu peux encore repréciser la question et je me donnerai le plaisir d'y apporter des éléments de réponse. Alors, quel conseil à propos de notre pharmacopée? Très bien. Notre pharmacopée est tellement riche. Le jardin botanique de Limbe, au niveau du Cameroun par exemple, regorge plus de 5000 espèces qui ont été répertoriées. Et il y a au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, au Sénégal, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans ce sens-là, où on a répertorié pas mal de plantes qui ont des vertus miraculeuses, parce qu'à la vérité, aucun médicament ne tombe du ciel. La plupart du temps, c'est sur la base de nos plantes que ces médicaments sont fabriqués. Là, ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème de l'encadrement de notre pharmacopée africaine, de son développement, de son encadrement, de la recherche, des financements de la recherche, mais aussi du développement de notre tissu industriel. Parce que je disais dans une vidéo précédente que la péridurale, l'anesthésie qui est faite aux femmes lorsqu'elles veulent accoucher, aujourd'hui on fait des injections et tout ça, on anesthésie. Ça se faisait pour nos frères pygmées, de Lomé, Bolundu, Bipindi, Lolodov, Yoko et j'en passe, de façon naturelle. Ils coupaient des plantes qu'ils mâchaient la veille de l'accouchement. Ils allaient le lendemain, ils accouchaient, ou elles accouchaient si vous voulez, nos sœurs pygmées, sans douleur. 24 heures après, elles étaient dans les champs. Elles étaient dans les champs. Parce qu'évidemment, cette péridurale naturelle était adaptée. Aujourd'hui, les savoirs ont été transmis, mais il y a eu une interruption des savoirs. Ceux qui aujourd'hui possèdent la connaissance, la phytoconnaissance, la connaissance des plantes et de la pharmacopée de chez nous, utilisent ça très souvent à des fins de charlatanisme. C'est-à-dire qu'on fait des abracadabras avant de mettre ça à la disposition de quelqu'un, parce qu'on veut se faire de l'argent. C'est pourquoi il faudrait que ce soit encadré, que ces plantes-là soient répertoriées, et qu'on sache par exemple que, ok, voici des plantes qui peuvent booster le système immunitaire. C'est d'ailleurs un coup de chapeau que je tire à tous ceux qui consomment le citron, le gingembre, le curcuma et tout ça. Oui, je vais d'abord vous décevoir. Le citron contient exponentiellement de la vitamine C, mais il n'est pas prouvé que la vitamine C, en abondance ou en quantité suffisante, est un antidote au corona. Du moins, à l'état actuel de la recherche, ce n'est pas prouvé. Cependant, je ne dis pas que c'est impossible, parce que je pense, en médecine, il y a ce qu'on appelle l'effet placebo. Puisque nous avons conscience du fait que ça peut nous soulager, la simple foi qu'on associe à cette, si vous voulez, l'attitude positive, la foi qu'on associe à cette pratique-là est suffisante pour créer un mécanisme de solution à nous. Et donc, continuez de le prendre. Les voix s'élèvent pour dire oui, mais ce n'est pas avéré, oui, mais ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas important que ce soit prouvé ou pas. De toute façon, s'il faut attendre que tout soit prouvé afin qu'on nous valide, nous serons tous morts. C'est pourquoi, quand Didier Raoult, le professeur Didier Raoult de Marseille a dit chloroquine et azithromycine, on dit mais pourquoi azithromycine? C'est un antibiotique. On utilise les antibiotiques pour les bactéries, contre les bactéries, mais non. Les infections virales peuvent entraîner des super-infections bactériennes. C'est pourquoi on met l'azithromycine, qui a aussi des propriétés virales et bactériennes, de façon complémentaire. Il l'a dit, on a dit, ah oui, mais non, ça n'a pas été homologué, ces méthodes sont désuètes, elles sont moyenâgeuses, etc., etc. Il a dit, en situation de guerre, on utilise ce qu'on a. C'est la même chose que le professeur Agon a également dit.
avec la pyrévine. C'est-à-dire qu'il y a des solutions dans notre pharmacopée africaine. Seulement, il faudrait que nous diminuions le mysticisme, que nous ne mystifions pas les choses, que nous transmettons la connaissance de la façon la plus simple, la plus élaborée, la plus structurée possible, de la façon la plus digeste et comestible possible, sans être dans une logique de messianisme. Ce n'est pas parce que, vous savez, aujourd'hui, la connaissance, la vérité n'est pas plus à moi qu'à vous, elle est devant nous. Nous sommes dans une logique où nous avons besoin des guides, des personnes qui, dans un domaine d'expertise précis, nous guident vers une certaine lumière et nous évoluons vers ça. Mais si nous entrons dans une logique de charlatanisme, ça devient très dangereux parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas démêler les chevaux et dire qui fait quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai évoqué quelques éléments de réponse par rapport à notre pharmacopée. Beaucoup de choses restent à faire, beaucoup de choses restent à faire, vraiment beaucoup de choses, tout reste à faire d'ailleurs. Mais que ce soit pour les maux de ventre et tout, je pense que c'est d'ailleurs un travail que nous allons continuer de faire dans le but de mettre à votre disposition, de regrouper ces espèces-là, la richesse de notre pharmacopée, de façon à ce que ça puisse vous permettre d'enrichir votre boîte à pharmacie, en attendant que les pouvoirs publics prennent aussi leurs responsabilités. Vous savez, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous ne pourrons pas tout faire et c'est pourquoi il faudrait les contributions de tout le monde. Donc, take home message à retenir: le coronavirus version 2019 est une arme biologique potentielle. Elle n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Le confinement nous a ramenés au Moyen Âge. C'était l'une des solutions utiles. On a fait avec. On fait avec. Le déconfinement aussi sera problématique. Mais au-delà de tout ça, je voudrais qu'on ait un coup d'œil panafricain, une lecture panoramique et un positionnement géostratégique, un décryptage géopolitique. Parce qu'il y a plusieurs enjeux. Des lois qui n'ont pas pu être passées avant l'expansion de cette épidémie devenue mondiale, devenue pandémie, vont passer comme lettre à la poste aujourd'hui parce que la psychose générale a entraîné une peur qui est telle que chacun veut survivre. Mais les enjeux de cette pandémie sont encore nombreux et multiples. Nous nous donnerons le devoir intime, tel que nous l'avons juré devant Dieu et devant les hommes, de vous apporter des éléments nouveaux, utiles à votre compréhension de ce que nous vivons. C'est quand même exceptionnel et c'est sans précédent. Et bien plus, il y a un devoir de mémoire. Parce que cette histoire, si nous n'y prenons garde, elle sera racontée, mais pas à notre gloire, à la gloire, pourtant, de ceux qui ont essayé, dans leur décès machiavélique, d'exterminer une partie de la population, pour le seul but, dans le seul but, de faire grandir leur portefeuille financier. Parce qu'il faut que ce soit dit, et ça de façon précise et de façon ferme. On est là essentiellement dans une logique de domination hégémonique, mais aussi dans un positionnement de l'oligarchie par rapport à des projections financières, à des décès, à des désirs inavoués d'enrichissement. Tous les antirétroviraux qu'on nous propose, tous les vaccins qu'on nous propose, toutes les solutions temporaires qu'on nous propose ne sont pas des solutions forcément définitives. Gardons-le en esprit. Ceux qui viennent dans le but de nous aider, soi-disant, ne le font pas toujours parce qu'ils nous aiment. Ils le font parce qu'ils en tirent des dividendes. Il faudrait que ce soit clair. À nous de développer notre tissu industriel pour que toutes les plantes dont on parle et dont regorgent nos forêts puissent être progressivement transformées. Mais si on n'a pas de tissu industriel,
nous n'allons pas pouvoir toujours transformer ces plans. Encore que la transformation totale de ces plans n'est pas forcément la solution. Mais il faudrait qu'il y ait un curriculum qui valorise tout ça. Nous avons encore beaucoup à faire. Très chers frères et sœurs, de couleur et de douleur, quel que soit le nom que nous donnons, il n'y a de Dieu que Dieu. Je vous laisse avec ces galettes de la connaissance. Merci d'avoir partagé et d'avoir participé à ce sport de l'intelligence, à ce rendez-vous de la connaissance. Je vous reviens très bientôt. Vos questions, vos préoccupations dicteront notre agenda. Nous n'allons pas donner le pain des enfants aux petits chiens, autrement dit aux chiots. Ce qui est pour vous est pour vous. Notre souveraineté, notre indépendance, puisqu'elle a été tronquée politiquement, elle peut l'être sur le terrain scientifique, elle peut l'être sur le terrain monétaire, elle peut l'être sur le terrain de l'éveil des consciences. Je vais citer l'un de mes mentors encore pour finir, Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. La libération de notre peuple ou la mort, nous vaincrons. Shalom et paix à vous. Partagez si vous voulez bien, faites découvrir ceci aux autres et que comme ça, le think tank de la pensée grandisse. Je vous aime.